autour des questions suivantes. Quelles sont les principales motivations à relocaliser et à reterritorialiser? Pour quels résultats et avec quelles limites? Comment favoriser le développement d'outils de la relocalisation? Comment redéployer les outils déjà existants? Et enfin, quel rôle les pouvoirs publics ont à jouer dans la relocalisation? Merci. Merci à vous, Solène, pour ce pitch très clair. Alors, du coup, dans les présentations, je vous dis deux mots du format. À chaque table ronde, j'aurai l'occasion de présenter nos intervenants en présentiel, comme on dit à la maison, on dit en vrai, mais aussi en numérique, ce qui va être le cas sur cette table ronde. Et puis après, on refera un deuxième passage où à chaque fois, je vous donnerai la parole après cette présentation très sommaire pour que vous puissiez un peu détailler votre cœur de métier, vos activités et en quoi cette thématique vous concerne principalement. Et puis après, on passera sur un système d'échanges et de questions croisées. Du coup, on va partir d'ici avec nos deux étudiantes. Solène Jopitre, vous êtes effectivement dans le master IPAD, tout comme Marie-Mé, qui a lancé les vidéos tout à l'heure, également étudiante du master IPAD. Lynne-Marie Lafitte, vous êtes chargée de mission agriculture et alimentation de Nîmes Métropole, en charge du PAT. Alors, on va essayer de faire attention aux acronymes, qu'ils soient bien clairs pour tous, mais on en reparlera. Nous sommes en visio avec Félix Lallemand, cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance. Je vous passerai la parole tout à l'heure pour votre auto-présentation et puis après vous intervenez à tout moment sur les questions dans cette visio partagée. Et Marie Massard, adjointe au maire de la ville de Montpellier, présidente du MIN, le marché d'intérêt national. Alors Marie, vous avez le micro, la parole, si je peux peut-être vous demander quelques mots de complément de votre présentation. Merci de m'avoir invitée. Donc effectivement, je suis adjointe au maire déléguée à la politique alimentaire et l'agriculture urbaine. Donc l'essentiel de la délégation porte sur la restauration scolaire, puisqu'on a une restauration scolaire en gestion directe, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des grandes villes, avec 15 000 repas par jour à produire. Donc c'est également un outil d'aide à la relocalisation, notamment par les aspects pédagogiques, etc. Mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. Et le volet agriculture urbaine, donc essentiellement sur la gestion des jardins partagés, des jardins familiaux de la ville, qui eux aussi ont des rôles pédagogiques à jouer pour sensibiliser la population sur ces aspects-là. Et donc je suis également présidente du MIN, du marché d'intérêt national, qui est connu souvent sous le nom de marché-gare, et qui est un des outils qui contribue à ça. Donc c'est vraiment un ensemble cohérent qui permet de pouvoir avoir une politique cohérente là-dessus, bien sûr en lien avec la métropole également et avec Isabelle Touzard qui est vice-présidente à la métropole sur ces questions-là. Et que nous retrouvons sur une table ronde cet après-midi. Vous aurez l'occasion de nous en dire un peu plus. Merci pour cette présentation plus précise, plus complète. En ligne, Félix Lallemand, cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance et chercheur en écologie à l'Université de Lyon. Pouvons-nous vous passer la parole pour compléter de façon plus opérationnelle cette présentation, Félix? Vous m'entendez bien? Nous vous entendons bien, parfaitement. Bon. Effectivement, je suis chercheur postdoctorant au laboratoire d'études rurales à l'Université de Lyon et cofondateur de l'association Les Greniers d'Abondance. Et à ce titre, donc, je travaille sur la résilience alimentaire, autrement dit la capacité de nos systèmes alimentaires à faire face à des perturbations issues de diverses évolutions qui concernent aujourd'hui, disons, le système Terre, comme le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité, l'épuisement des ressources, etc. Et donc on s'intéresse un petit peu aux transformations qui pourraient être mises en œuvre afin de renforcer la résilience du système et notamment à l'échelle des territoires en France. Merci à vous, Félix Lallemand, l'association Les Greniers d'Abondance. Lynne-Marie Lafitte, si je peux vous demander, alors nous avions une vision montpelliéraine de cette table ronde. Du coup, on a la version nîmoise avec des profils différents. Mais si je peux vous demander de vous présenter un peu mieux que ce que j'ai pu le faire tout à l'heure. Donc Lynne-Marie Lafitte, chargée de mission agriculture et alimentation et en charge depuis peu du projet alimentaire territorial
de la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole. C'est un projet émergent, donc c'est vraiment très récent pour nous. Je tiens à excuser Madame Fabienne Richard-Trinquier, qui est Madame le maire de Redescend, une petite commune de l'agglomération de Nîmes, et vice-présidente et déléguée au projet alimentaire territorial qui ne pouvait être présente ce matin. Donc voilà, moi je suis bien avant tout technicienne et là pour apporter les éléments techniques dans l'émergence de ce projet alimentaire territorial que portent les élus de l'agglomération de Nîmes. Très bien. Et donc Solène et Marie, que nous avons présentés tout à l'heure. Peut-être Marie, si je peux commencer par vous soumettre à vous une question vraiment de novice. Moi j'entends ces choses-là. Je pense que je ne suis pas le seul à être particulièrement intéressé par des choses que cette année de crise sanitaire nous a apprises également sur les circuits courts, sur l'exploitant du coin. On ne savait pas qui produisait, puis lui en même temps s'est mis sur le numérique pour une proposition en ligne et tout ça avance bien. Peut-on se nourrir du tout local ou est-ce que c'est une utopie? Alors, en effet, c'est une question qui... Ça marche? Oui, ça marche. Okay. En effet, c'est une question qui se pose parce que le manger du tout local est prôné depuis quelques années par les politiques publiques, mais aussi par les citoyens, comme moyen de reprendre en main leur rapport à l'alimentation. Et donc, ce manger tout local sous-entend une volonté d'autonomie alimentaire à l'échelle d'un territoire, mais cette volonté est souvent illusoire parce que l'offre locale ne permet pas de répondre à la diversité, à l'ensemble des besoins de la demande locale d'un territoire. C'est le cas par exemple à l'échelle d'une ville où il n'est pas possible de répondre à l'ensemble de la demande locale juste grâce à l'agriculture urbaine ou de proximité. C'est le cas aussi à l'échelle d'un département, par exemple, du fait de l'hyper-spécialisation des territoires. C'est le cas par exemple des régions viticoles du sud de la France ou des régions céréalières du centre de la France qui en effet peuvent produire en grosse quantité mais ne permettent pas de répondre à la diversité alimentaire qu'a besoin une population. Et c'est une situation partagée dans tout l'Hexagone ou est-ce qu'il y a des départements ou des régions un peu plus vertueuses en termes de palette d'offres? Alors je ne suis pas experte sur le sujet, mais en grande majorité, le problème c'est qu'un territoire, il faut reconnecter la ville avec son espace agricole, son espace rural pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins. Et c'est le cas de certains territoires, comme par exemple, j'ai vu que la métropole de Rennes a une autonomie alimentaire particulièrement intéressante. Mais par exemple, pour Montpellier, ça serait difficile d'atteindre une autonomie alimentaire du fait que sa production est essentiellement viticole. Donc il faudrait diversifier sa production pour en tout cas aller vers cette volonté-là. Mais encore une fois, je ne suis pas experte, donc peut-être quelqu'un ou quelqu'une pourra mieux répondre que moi. Et donc voilà, je disais que cette autonomie alimentaire est quand même assez illusoire pardon. Donc c'est vraiment en fonction des territoires et en fonction des types de production, on peut plus ou moins l'atteindre, mais il faut rester conscient que cette réalité est quasiment impossible à atteindre. Ensuite, la question de l'autonomie alimentaire, elle se résume souvent dans les politiques territoriales alimentaires à l'approvisionnement des légumes frais, même si c'est bien sûr des produits qui sont indispensables nutritionnellement et que les gens souvent en consomment pas assez. On oublie souvent dans les politiques alimentaires territoriales les céréales et les oléagineux. Pardon. Et c'est ce que certains chercheurs appellent la légumisation du débat alimentaire. Et enfin, on peut aussi dire que les habitudes alimentaires des consommateurs lambda, ils ne consomment pas seulement des produits locaux, mais aussi des produits dits exotiques ou des produits qui sont produits à d'autres latitudes, et comme le café, le thé, le chocolat ou les bananes. Et bien sûr, les consommateurs ne sont pas prêts à abandonner ce genre de produits pour pouvoir consommer tout local. Donc en conclusion, on peut dire qu'il faut trouver une sorte d'équilibre entre la production de ressources locales et les échanges mondiaux, et que l'intérêt de la relocalisation n'est pas de tout consommer local, de tout produire local, mais c'est plutôt de mieux reconnecter l'offre et la demande locale sur un territoire
pour pouvoir produire des produits locaux sur ce territoire et pas aller les chercher à l'autre bout du monde comme on peut le faire dans notre système alimentaire. Merci à vous, Marie. Effectivement, sûrement faut-il entendre aussi ces propos avec des répartitions de volume sur les catégories de produits. Effectivement, on n'a pas de manque de pézenas, mais en même temps, ce n'est pas l'essentiel des 5 fruits et légumes par jour. Ça serait intéressant, Marie, Madame Mazard, d'avoir votre coup d'œil. Vous parliez tout à l'heure du mine, du marché-gare pour les locaux, qui parlent autant que le terme de marché d'intérêt national de Montpellier, avec des producteurs de chez nous. Montpellier est connu pour son maraîchage. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de grands céréaliers de la Beauce, mais en même temps, si vous pouvez, pour commencer à éclairer aussi le propos de Marie-Mé, nous dire quelques mots sur la topographie, quels sont les agriculteurs exploitants à qui le marché-gare, le mine, s'adresse à Montpellier. Tout à fait. Peut-être juste avant de parler du mine, je rebondis aussi sur ce que vous disiez. Effectivement, les grandes métropoles aujourd'hui, et c'est le cas de toutes les métropoles en France, qui sont autosuffisantes à de l'ordre de 2% de leur production sur leur aire urbaine. Et à Montpellier, c'est à peu près ça, on est à 2,2. Donc c'est vrai que l'utopie de vouloir relocaliser et être autosuffisant sur un territoire, il est très loin pour l'atteindre. Après, ça n'empêche pas qu'il faut vraiment avoir cet objectif, de viser cet objectif pour être le moins dépendant possible de l'extérieur et pouvoir travailler avec des territoires aussi qui soient beaucoup plus proches. Après, évidemment, l'idée n'est pas forcément de supprimer tous les produits qui viennent de loin, mais de faire prendre conscience quand même aux habitants de ce qu'ils ont sur le territoire, de sensibiliser les personnes pour manger des produits de saison et manger davantage les produits du territoire que des produits qui viennent de loin. Alors le mine est un des outils qui peut permettre ça, enfin aider à la relocalisation des denrées alimentaires, notamment. Donc c'est une politique qui était déjà en route et qu'on souhaite vraiment accélérer sur cette dimension relocalisation, puisqu'il y a un carreau de producteurs donc, qui se réunit toutes les après-midi, enfin 3 fois par semaine l'après-midi. Et eux peuvent vendre en direct, donc c'est des producteurs locaux qui vendent donc directement aux professionnels, aux restaurateurs, aux épiceries. Et il y a également une association des producteurs d'Occitanie qui regroupe un certain nombre de producteurs et du coup qui sont constitués, qui sont sur le mine également et qui jouent le rôle de grossistes aussi, mais uniquement avec des produits locaux. Donc les producteurs ont également la possibilité de se réunir de cette manière-là, qui permet aussi de répondre éventuellement à des marchés publics sur des plus gros volumes qu'un petit producteur aurait plus de mal. Donc ça, c'est également un des outils qui favorise ça. Et il y a également un projet qui est mené depuis un moment, c'est le pôle de transformation alimentaire, avec un certain nombre d'entreprises qui transforment et qui font des produits du coup à consommer directement, ce qui est vraiment en complément des fruits et légumes qu'on peut voir bruts qui sont vendus. Et le carreau de producteurs, enfin les producteurs locaux, peuvent vendre également à ce pôle de transformation. D'accord. Combien sont-ils environ ? Alors là, c'est une dizaine d'entreprises, mais il y a un projet d'installer une quinzaine d'entreprises supplémentaires sur ce pôle de transformation. Pour un périmètre de diffusion, de distribution qui est la métropole, le département. Oui, mais on est sur 4 départements aux alentours. L'aire de distribution est plus large que l'aire urbaine de Montpellier. D'accord. Merci pour ces précisions. Nous allons revenir vers vous. Bien sûr, vous évoquez l'agriculture urbaine, la restauration scolaire avec 15 000 repas jour. Toutes ces questions-là, on va y revenir. Mais à propos d'organisation du système alimentaire lui-même et puis de questions d'échelle entre micro-local, local, régional, national, j'aurais aimé avoir aussi le coup d'œil de Félix Lallemand. Monsieur Lallemand, si pour commencer, vous pouvez nous en dire un peu plus sur les greniers d'abondance, hein, une association fondée il y a 2 ans par vous et un autre chargé de recherche qui regroupe des acteurs du secteur agricole et des chercheurs. Un nombre assez impressionnant. Si vous pouvez nous donner quelques mots de présentation de l'association et nous dire en quoi vous pensez révisable, peut-on changer réellement tout le système alimentaire ? À quelle échelle ?
Alors concernant les greniers d'abondance, on a aujourd'hui donc plusieurs grands axes dans nos travaux. On mène des activités plutôt de recherche où on fait de la synthèse de la littérature scientifique et technique sur les sujets qui nous intéressent, donc ce qui a notamment donné lieu à la publication d'un rapport il y a un an sur ce que peuvent faire justement les collectivités territoriales pour renforcer la résilience de leur système alimentaire. On a également plutôt un volet sensibilisation et formation à ces enjeux-là. On fait des conférences, des ateliers avec des élus, des agents en service des collectivités. Et puis on a également un volet plus accompagnement qui prend aujourd'hui plutôt la forme de... Ce qu'on essaie de développer, c'est de mettre des outils à disposition des acteurs qui travaillent sur ces sujets-là, de manière à ce qu'ils puissent s'en saisir de la manière la plus autonome possible pour essayer de faire avancer un petit peu ces thématiques dans leur territoire. Alors, on va voir un exemple avec Clicktrater, qui est un des éléments qu'on essaie vraiment de développer en lien avec les retours qu'on reçoit des collectivités et puis des personnes qui, au sein de l'asso, essayent de un peu de développer cette outil-là. Mais on travaille aussi à l'élaboration d'autres projets. Voilà pour l'association. Concernant donc ce qu'on rassemble sous l'idée de relocalisation un peu des systèmes alimentaires, je rebondirai sur ce que disait Marie, l'étudiante de master, en allant encore plus loin, c'est-à-dire que l'autonomie, il faut aussi l'envisager en prenant en compte en fait les facteurs de production du système agricole, autrement dit tous les intrants divers et variés qui sont indispensables à la production alimentaire sur un territoire et qui pour la plupart d'entre eux en fait proviennent d'ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on dépend d'importations de pétrole d'Arabie Saoudite aussi pour faire enrouler les tracteurs ou les camions qui portent les marchandises agricoles et alimentaires. On dépend d'importations de phosphate du Maroc pour fertiliser les champs. On dépend d'importations de différents produits d'équipements agricoles, de semences, etc. Donc, tout ça, en fait, forme le système alimentaire. On voit bien qu'il y a des liens de dépendance encore plus vastes qui rendent, en fait, l'autonomie, pour le coup, quasiment utopique, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de prendre conscience de ces liens et de ces interdépendances, de voir un peu quelles sont les vulnérabilités pour essayer de les réduire au maximum, de relocaliser ce qui peut l'être de manière la plus optimisée possible, parce qu'il y a quand même des choses où effectivement aujourd'hui on est dans des logiques suite à la concentration économique, à la spécialisation des territoires, on se retrouve avec des choses complètement aberrantes en termes de circulation des marchandises, où ça part à des centaines de kilomètres pour aller dans une usine de transformation avant de revenir sur le territoire. Donc là, il y a évidemment des optimisations qu'on peut envisager en redéployant des unités de transformation à plus petite taille et mieux réparties sur les territoires, et aussi en déspécialisant les productions agricoles, parce que certes aujourd'hui c'est un frein à la relocalisation, mais c'est pas non plus une fatalité. Donc tout à fait, et c'est même l'un des enjeux de la transition agroécologique, de déspécialiser un petit peu les productoires, retrouver des formes de complémentarité entre production animale et végétale, essayer de diversifier les cultures, etc. Donc il y a évidemment des choses qu'on doit mettre en place afin de notamment aux problématiques qui en fait vont s'imposer à nous sur la relocalisation, parce qu'aujourd'hui on dépend à plus de 95% du pétrole pour le transport routier, et donc d'une énergie non renouvelable. On sait que dans les 10 prochaines années, les approvisionnements au niveau de l'Europe vont a priori décliner de 5 à 10%. Donc on est vraiment dans une forme de contrainte où aujourd'hui on n'a pas le choix, il faut l'anticiper. Et donc c'est intéressant de réfléchir à comment on peut le faire au mieux. Merci pour ces précisions, Félix Lallemand. Nous, à l'amphithéâtre Philippe Lamour, ici à Montpellier, on a quelquefois des connexions, un flux qui est un petit peu entrecoupé, mais on vous a bien suivi, notamment sur la problématique des entrants. C'est vrai que moi, l'homme de la rue, quand je parle de local, régional, national, je vois la plante qui pousse, fruits, légumes, mais bien sûr, il y a toute une série d'entrants qui sont nécessaires dans la démarche et auxquels on ne pense pas. Et du coup, juste une autre question en complément, à quelle échelle j'entendais que vous parliez de sortir des spécialisations locales. Si vous pouvez nous donner brièvement juste un ou deux exemples
très concret, très parlant pour vous, et nous confirmer que du coup, c'est à tous les étages, à toutes les échelles, mais ça commence aussi par le local. Alors, enfin oui, je pense pas qu'il y ait d'échelle propre, ça va dépendre évidemment de chaque territoire ou quoi, de leur typologie dans l'aménagement. On va avoir des territoires très urbains qui vont avoir un rayon, disons, d'approvisionnement évidemment plus étendu, des territoires où les cultures se prêtent moins bien du fait des conditions climatiques. Donc il n'y a pas de réponse générale à tout ça. Ce qu'il faut, c'est à chaque fois, au cas par cas, imaginer un petit peu, ok, comment avec ce territoire-là, on arrive à optimiser au mieux ce qu'on peut faire, diversifier les productions là où c'est possible, reterritorialiser les filières et puis voir comment les choses peuvent s'organiser. D'accord, merci à vous. Alors, à propos de projets innovants, nous souhaiterions, Line-Marie Lafitte, pour ce qui est de Nîmes, que vous nous donniez un peu plus d'informations sur ce projet alimentaire territorial, le PAT, puisque là, on ne parle pas simplement d'un aspect d'organisation de filières et de métiers, mais d'un aspect plus global, même si c'est à une autre échelle, dans le fil de ce que nous expliquait Félix Lallemand. Si vous pouvez nous donner quelques chiffres, pour commencer, et puis l'esprit, la philosophie de ce PAT sur Nîmes Métropole. Alors, quelques chiffres. Peut-être je commence par... vous m'entendez bien là ? Bien. Je commence un peu par l'historique et la naissance de ce projet alimentaire territorial. Si vous voulez, sur l'agglomération de Nîmes, comme sur plusieurs territoires à la fin des années, c'est bon, à la fin des années 2000, voilà, on a vraiment considéré les circuits courts de proximité comme un outil vraiment de relocalisation des produits agricoles, et c'est à ce moment-là que Nîmes Métropole a pris la compétence agricole en 2013 avec l'embauche d'un chargé de mission circuit court de proximité. S'en est suivi quelques années et l'agriculture était, moi je vais parler côté technique, le chargé de mission était vraiment implanté au niveau du service économique. Donc on voyait vraiment l'agriculture comme une filière économique, qui l'est toujours, mais en tout cas avec un regard simplement enjeu économique pour la communauté d'agglomération. Et sur la fin de l'ancienne mandature, l'été dernier, on a eu un changement de présidence, mais on a eu voilà, un début une prise de conscience en fait, avec le premier confinement et une volonté de réfléchir à la question d'autonomie alimentaire. Donc là, je rebondis sur ce que disaient Marie et Marie. Pardon. Sur le territoire de Nîmes Métropole, Nîmes est à 4,2% d'autonomie alimentaire et on a eu l'occasion du coup d'utiliser l'outil Cratère et on remercie les greniers d'abondance. C'est un outil plutôt intéressant pour obtenir des résultats assez rapides et un visuel du territoire. Et on est quand même à 18% de taux de couverture à l'échelle de l'agglomération, parce qu'on a aussi des territoires ruraux et agricoles. Dites-nous un peu plus de quoi s'agit-il à propos de l'outil Cratère. Et puis, c'est vrai qu'en termes de dépendance alimentaire, je poserai la question ensuite à Marie Massard à propos des 15 000 repas quotidiens pour les cantines scolaires. Mais ça interpelle Cratère déjà. Alors, c'est l'outil qui a été produit par les greniers d'abondance, si je ne dis pas de bêtises, qui permet un peu de mesurer la résilience alimentaire d'une commune ou une agglomération, mais je laisserai mon collègue le présenter plus précisément. En tout cas, ça permet de voir que sur le territoire, par exemple, nous, on a une SAU qui correspond à 34% du territoire. SAU surface agricole utile, excusez-moi. Sur 25 000 hectares, et que si on voulait être en niveau d'autonomie alimentaire, il faudrait qu'on cultive 156 000 hectares, ce qui n'existe pas sur une métropole. Donc voilà, la réflexion n'est pas... en fait, on a dépassé cette réflexion d'autonomie alimentaire. Et puis, pour revenir au projet alimentaire territorial de Nîmes Métropole, à l'arrivée du nouveau président l'été dernier, il y a une volonté politique très forte de lancer ce projet alimentaire territorial, avec d'un côté... le constat d'un vrai potentiel agricole et alimentaire sur le territoire, en constatant, voilà, on a 1200 exploitations, mais on a la chance, contrairement peut-être à des régions spécialisées, comme évoquait Marie tout à l'heure, on a de nombreuses filières animales, végétales, on a toutes les productions animales, on a des productions maraîchage, arboriculture, céréales, c'est extrêmement diversifié sur le territoire. On a 15 appellations IGP et AOP qui permettent voilà, de mettre en valeur des produits agricoles. Mais face à ça, il y a aussi un certain nombre d'enjeux qui existent aussi, j'imagine, sur d'autres territoires. Voilà, des enjeux qui sont sociaux, environnementaux,
où finalement le système agricole en place a aussi des conséquences et des externalités négatives sur ce territoire. Et donc face à ce constat, il y a cette volonté de lancer ce projet alimentaire territorial en créant une délégation spécifique au projet alimentaire territorial confié à Madame Fabienne Richard-Trinquet que j'évoquais tout à l'heure. Et puis très vite, on a pris une délibération cadre qui a permis d'officialiser cette volonté politique et d'organiser un séminaire de lancement à ce projet alimentaire territorial au mois de janvier, permettant de réunir une 50aine de personnes et les différents acteurs agricoles et alimentaires qu'on a pu identifier sans avoir la prétention d'avoir été exhaustif. Et on avait le plaisir d'avoir également avec nous Monsieur Damien Conaré du Master IPAD, un partenariat qu'on a déjà initié depuis 2020. Et puis Isabelle Touzard de la métropole de Montpellier qui était également présente, puisqu'on souhaite vraiment inscrire ce projet alimentaire territorial dans une dimension interterritoriale et vraiment en créant des partenariats avec les territoires voisins. On rencontrait pas plus tard que cette semaine Alès Agglomération aussi pour réfléchir aux liens entre PAD. Bien sûr. J'en profite pour dire que voilà, par rapport à ces dernières années, je pense que la première étape, c'est l'article 39 de la loi de 2014 de la loi de l'agriculture et de l'alimentation a donné vraiment un cadre légitime et une déclinaison territoriale du plan national de l'alimentation avec ses PAT. Et ça donne un certain poids à ces projets alimentaires qui sont de réelles politiques agricoles et alimentaires. Et vous vouliez... Non. Oui, vous posez une question sur le cœur de ce PAT. Est-ce que c'est une allocation de parcelles? Est-ce que c'est une allocation de moyens en termes de R&D avec la contribution de grands opérateurs de recherche et de développement nationaux? Le cœur de ce PAT. Et puis après, on repassera la parole à Félix Lallemand pour qu'il nous en dise un peu plus sur Cratère, puisque vous n'avez pas voulu spolier la présentation. Sur le PAT, le cœur du PAT que... Ouais. Alors, je finis juste sur la légitimité. C'est vrai que c'est important. Et le fait d'avoir aussi labellisé ces PAT et donner des moyens via le plan de relance, ça donne aussi une assise. Voilà, ça c'est important. Alors nous, on en est vraiment qu'à l'initiation. Aujourd'hui, on est dans une phase de diagnostic. On pourra y revenir après. On a fait un choix méthodologique un peu particulier en partant sur un diagnostic participatif avec tous les acteurs du territoire. Donc on a plein d'axes différents, c'est-à-dire que ça part de la question du foncier agricole, la valorisation des friches. On a plus de 4000 hectares de friches sur notre territoire, il y a un gros enjeu là-dessus. Donc foncier, valorisation des friches. Voilà, qui est extrêmement lié à la pression foncière qu'il peut y avoir sur les zones périurbaines, mais j'imagine similaire à un territoire comme celui de Montpellier. On a la question de la des cultures ou pas, l'aspect qu'évoquait Félix Lallemand tout à l'heure. Alors, mais vous disiez qu'il n'y a pas tant de spécialisation que ça sur vos territoires. Actuellement, on n'est vraiment pas encore dans une phase opérationnelle. Donc, c'est bien les élus de Nîmes Métropole, les élus professionnels, l'ensemble des acteurs qui vont faire les choix sur les axes prioritaires et la priorisation des actions à mener. Mais ça sous-entend aussi la préservation de la ressource, donc un volet environnemental, un volet économique. On a 850 entreprises agroalimentaires sur le territoire, alors principalement des boulangeries, des boucheries, mais il y a des ateliers de transformation, il y a tout un ensemble de circuits de distribution, donc il y a aussi toute une dimension économique, et puis un volet social important, puisque voilà, là on va démarrer ce 3e confinement samedi soir, et la réalité c'est que sur le Gard, on a quand même 25 000 bénéficiaires et 65 000 repas qui sont distribués vers la banque alimentaire chaque année. Et donc il y a aussi une préoccupation forte des élus de Nîmes Métropole quant à la distribution de l'alimentation pour tous de qualité. D'accord. Merci Line-Marie. Félix Lallemand, en visio, vous pouvez nous en dire un peu plus sur Cratère? Oui. Alors l'outil Cratère, donc, qui est l'acronyme pour calculateur de la résilience alimentaire territoriale, c'est un outil qui a été développé par des bénévoles membres de l'association Les Grenouilles de la France, dont la première version est sortie à l'automne dernier. Et l'un des objectifs de cet outil, c'était d'essayer de rassembler dans une même application un ensemble de données qu'on peut trouver par-ci par-là sur différentes bases de données publiques ou privées, pour essayer de les mettre sur un même outil qui permettrait d'avoir comme ça un aperçu un peu général de différents indicateurs qui pourraient donner une information sur le niveau de résilience alimentaire d'un territoire. Donc c'est un outil qui
se veut évolutif. Là, on est toujours en train de le développer, à la fois d'essayer de l'améliorer parce qu'on se rend compte, comme vous avez vu dans la vidéo, qu'il y a des choses où ça marche pas très bien. On a des bases de données qui sont pas forcément cohérentes entre elles, par exemple entre le recensement agricole d'un côté et ce qu'on appelle le registre parcellaire graphique qui correspond plutôt aux déclarations de PAC de l'autre, donc ça donne des petites incohérences. Donc on travaille à la fois là-dessus et on essaye aussi de développer de nouveaux indicateurs dans d'autres maillons du système alimentaire. On parlait par exemple des intrants, on va essayer de développer quelque chose sur le niveau d'autonomie en azote et en phosphore du système agricole. On va essayer plutôt après de travailler sur l'aval, sur les circuits de transformation territoriaux, etc. Donc l'idée, c'est vraiment à terme d'avoir comme ça un outil qui se veut rassembler un petit peu tout ce qu'on peut trouver sur les différentes bases de données en lien avec les indicateurs de résilience alimentaire, afin d'en faire un outil d'aide à la décision, mais qui, comme on vous a aussi dans la vidéo, ne veut pas remplacer un diagnostic, mais plutôt aider à donner les indicateurs, des idées pour aller chercher l'information. Et puis aussi, c'est un outil pédagogique puisqu'on voit un peu l'étendue de comment s'organise le système alimentaire, de là où il faut regarder pour avoir une idée des choses qui se passent et qu'on pourrait faire évoluer. Donc voilà un peu les différentes choses qui se cachent derrière l'outil Cratère. Et à nouveau, on est très preneur des retours d'utilisateurs et notamment au sein des collectifs. Oui, en écoutant le début de votre présentation, on se disait que c'est quand même des données qui devaient déjà exister auprès des chambres d'agriculture ou via les filières et les organisations professionnelles. Mais on entend bien, on comprend bien que le projet va bien au-delà encore en termes de qualification des données. Et sûrement, effectivement, est très précieux. Marie Bazard, sur un registre complémentaire, vous évoquiez, on va revenir sur la restauration scolaire notamment, mais vous évoquiez aussi l'agriculture urbaine. Je pense que là, on est sur des signaux faibles qui passent sous les radars, même d'un outil aussi pointu que Cratère, mais en même temps tellement sympathique, c'est pas le mot, nécessaire, j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce qui se fait sur Montpellier? Ouais, tout à fait. Alors l'agriculture urbaine, donc il y a les jardins partagés, les jardins familiaux. Donc les jardins familiaux, c'est la possibilité pour des particuliers d'avoir une parcelle de 120 mètres carrés. Alors là, on est en train d'y retravailler, donc ce sera plutôt des parcelles de 50 mètres carrés qui peuvent exploiter. Et après, il y a d'autres formes d'agriculture urbaine, mais l'objectif n'est pas tant de nourrir la population, parce que c'est vrai qu'on a des surfaces vraiment beaucoup trop faibles, et c'est pas ça l'enjeu, mais il y a un enjeu quand même de sensibilisation très fort, un enjeu de retour à la terre, de connaissance du rythme des saisons, de compréhension de comment sont produits les légumes et les fruits, ce qui permet aussi de comprendre que c'est difficile, que c'est pas si simple que ça. Donc de comprendre aussi la valeur du travail d'un agriculteur. De liens à inventer ou à consolider dans les quartiers aussi. Voilà, cet tout ça. aspect Alors humain. l'aspect lien social aussi est quelque chose de très important et de très intéressant, et surtout dans le contexte qu'on vit actuellement. Donc se retrouver à l'extérieur, à plusieurs, partager les productions. Il y a de plus en plus d'initiatives aussi sur le fait de pouvoir mettre à disposition des productions pour les personnes en précarité, dans le cadre de l'aide alimentaire, de dons alimentaires. Donc du coup, on est en train aussi de réfléchir à ça, de réserver des parcelles spécialement pour ça. Mais effectivement, l'enjeu, il est plus sur un enjeu pédagogique et un enjeu de sensibilisation et de compréhension plutôt qu'un enjeu nourricier. Quoique pour les jardins familiaux, il y a certaines familles qui, si elles se débrouillent bien, peuvent réussir à nourrir leur famille en produits frais avec ces productions. En partie, en tout cas, merci à vous. C'est vraiment quelque chose qu'on souhaite développer très fortement. On va retravailler sur les critères d'attribution et sur le fait de développer le nombre de parcelles. Et on a plusieurs sites sur Montpellier, notamment aussi le site des Buisses qui est 100 hectares. Donc là, c'est vraiment un territoire très très important sur lequel on souhaite développer ce type d'agriculture notamment. Alors revenons à la question de la restauration scolaire, 15 000 repas par jour. Oui. Est-ce qu'on reste dans le contexte qu'évoquait Marie-Mé d'une production toute locale dont on voit bien qu'elle est illusoire?
Est-ce que vous Alors, pouvez nous planter le décor oui. des proportions? Ouais. On est sur un terrain où presque le frontière entre l'agroalimentaire et le politique. Ça fait partie d'arguments de certains, d'arguments de campagne, sur le fait de proposer du bio, de l'extra local. Où est-ce qu'on en est sur une ville comme Montpellier? Tout à fait. Alors c'est vrai que l'enjeu de la restauration collective, c'est vraiment un levier très très important pour favoriser la localisation. Donc sur Montpellier, on est à 15 000 repas, mais sur la métropole, on est à 80 000 repas de restauration collective. Donc c'est vraiment un levier très important. Et on travaille d'ailleurs, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est avec le MIN, un groupe de travail de structuration des filières qui réunit, qui est animé par le directeur de la politique alimentaire de Montpellier, Luc Lignon, et avec un certain nombre d'acteurs, notamment le MIN, la Chambre d'agriculture et d'autres acteurs de la restauration collective de la métropole. Donc c'est un levier important parce qu'il y a l'achat public qui permet de... alors qui permet, je vais mettre un petit bémol parce que là-dessus la loi ne nous aide pas du tout. Déjà parce qu'il n'a pas la possibilité dans les critères d'attribution des marchés publics de mettre le critère de la localisation. Donc du coup c'est très compliqué pour acheter local. On trouve des biais dans les marchés publics pour pouvoir faire en sorte d'acheter local, mais c'est quand même très compliqué. Pardon, redites-nous-le s'il vous plaît. Ça veut dire que dans une offre de marché public pour de la restauration collective, ceux qui répondent à cet appel d'offres n'ont pas obligation de typer, de tracer les sources de leurs produits? Alors, si, ils ont obligation. Mais dans l'achat public, par exemple, la ville de Montpellier, si elle dit « je veux acheter 7 tonnes de carottes », elle ne peut pas dire « je veux qu'elle soit locale ». Ah oui, d'accord. C'est un critère qu'on ne peut pas mettre dans le marché public. Par contre, on peut dire on veut qu'il y ait un minimum d'impact sur l'environnement, on peut dire qu'on veut qu'elle soit de telle ou telle façon pour qu'on puisse acheter localement, mais on est obligé de trouver des biais. Mais Donc, c'est une information qui est portée à votre connaissance et qui peut donc être un critère déterminant de choix, non pas vers le moins disant, mais vers le mieux disant, en termes de circuits courts et de lots de production locale. Dans les marchés publics, alors là c'est un peu technique, mais il y a aussi la possibilité de faire un certain nombre de choses, d'agir par exemple sur la qualité. À Montpellier, on a 20% qui est sur le prix et 80% qui est sur la qualité du produit. Il y a d'autres collectivités qui peuvent faire des choix inverses, donc de se dire on va acheter le moins cher possible. Nous, on est attentif à la qualité. Donc ça, c'est des leviers sur lesquels on peut agir. Donc voilà, sur l'achat public, la deuxième chose qui ne nous aide pas sur la loi, c'est la loi Egalim, qui impose un certain nombre de critères de qualité, notamment 50% de produits durables d'ici 2022, dont 20% de bio. Là non plus, il n'y a pas de critères de localisation. Donc la loi ne pousse pas les collectivités à avoir des produits locaux. Donc à Montpellier, où on en est, à Montpellier, on est à 20% à la restauration scolaire de Montpellier, sur les 15 000 repas. On est actuellement à 20% de produits bio et on est à 35% de produits locaux. On est à peu près à 15% de produits bio et locaux. On s'est donné un objectif très ambitieux d'atteindre le 100% de produits bio et ou locaux d'ici la fin du mandat, donc d'ici 2026. On sait que c'est très compliqué, mais on y travaille et là on a déjà accéléré en passant notamment la viande en bio, puisque la viande c'est quand même c'est très cher, donc c'est vrai que la passer en bio, on est quasiment du simple au double, donc on a augmenté notre budget alimentation là cette année parce que ça coûte très cher, mais on a la volonté vraiment d'aller vers ça. Merci pour ces précisions. Je relève un mot que vous évoquez, qui est un peu capital dans cette journée, qu'on n'a pas trop prononcé jusque-là, c'est le mot de durable. Oui. Du coup, si vous voulez bien, Solène Jopitre, qui est étudiante du Master IPAD, interro surprise pour nous donner 2-3 notions, critères de cet aspect de la durabilité, et puis fondamentalement la question du lien entre l'un et l'autre. Est-ce que la relocalisation de l'alimentation permet nécessairement de la rendre plus durable? On a été un peu déçus avec Marie-Mé qui nous a dit que c'était illusoire de manger tout local, mais on l'a bien compris. Est-ce que nous allons au-devant d'une seconde déception, Solène? Je vous passe la parole. Je pense qu'il y a déjà des éléments de réponse qui ont été apportés par Madame Massard et Madame Lafitte. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas tomber dans le piège du local égale durable. Effectivement, si on rapproche juste le lieu de production et de consommation,
on ne va pas répondre à l'ensemble des limites de nos systèmes alimentaires actuels. On va réduire le nombre de kilomètres parcourus, mais le transport de marchandises, en fait, ça représente que 13% des émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Et ensuite, au sein des circuits courts de proximité, donc les circuits qui ont 0 ou 1 intermédiaire et locaux, on a une très grande diversité des performances environnementales et économiques. Du coup, il faudrait peut-être mieux voir le local, non pas comme une finalité, mais un moyen d'aller vers quelque chose de plus durable. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans nos initiatives qu'on a étudiées. Par exemple, la Palanche, il travaille sur des filières locales, mais aussi il recrée des dynamiques d'économie circulaire et, in fine, ils permettent de réduire les déchets plastiques. Pas que ça, mais... et ensuite, sur le mine de Bordeaux, la SIC Local Bio, qui réunit des producteurs locaux, eux, ils vont permettre de mettre en avant des modes de production qui sont plus vertueux et d'introduire l'offre biologique dans la restauration collective. Donc, dans ces initiatives, et j'ai l'impression dans les projets que vous portez, le local est là, mais il n'éclipse pas les autres dimensions de la durabilité. Tout à fait. Si je peux me permettre de rebondir là-dessus, c'est très vrai. Hein. C'est vrai que malheureusement, les gens, les particuliers sont souvent beaucoup plus attentifs au local. Nous, on a beaucoup de demandes en disant on veut des produits locaux parce que ça répond aux contraintes écologiques, etc. Or, effectivement, comme vous le disiez très justement, finalement, c'est le mode de production qui est beaucoup plus impactant sur l'environnement que le transport. Donc il y a un enjeu, mais c'est vrai quand on parle d'agriculture biologique où ça peut avoir tendance à... On constate des rejets par rapport à ça. Donc on est obligé des fois d'utiliser d'autres termes. Et notre ambition aussi à Montpellier, c'est de travailler sur le local, mais aussi sur les produits bio, et de pouvoir orienter les productions et tirer, on va dire, vers un mode de production beaucoup plus vertueux pour l'environnement. C'est pour ça qu'on annonce aussi les ambitions qu'on a en disant, voilà, à terme du mandat, on souhaite acheter, l'acheteur public que nous sommes avec des gros volumes, on souhaite s'orienter vers du bio pour que, donc aujourd'hui on achète local, mais on souhaite que vous alliez, que vous puissiez vous orienter vers un mode de production beaucoup plus vertueux, alors en bio ou pas forcément, mais en tout cas de les tirer vers là. Donc c'est vraiment très important cet aspect-là de parler de qualité d'un point de vue environnemental, de ne pas être que sur le côté local. Et ça, il faut le rappeler. Solène ? Il y a d'autres indicateurs en termes environnementaux, mais en termes de gaz à effet de serre, c'est la production qui représente 2/3 des émissions. Donc c'est assez important. Je peux me permettre de rebondir. Je vous en prie. Et justement, par rapport à ça, c'est vrai qu'en effet, hein, comme sur le territoire de Montpellier, c'est vraiment la localité est un critère important. Et on parle d'externalités négatives. On a peu évoqué la question de l'eau. Mais clairement, aujourd'hui, en tout cas sur le territoire de Nîmes Métropole, on est vraiment confronté à des pollutions diffuses conséquentes, et principalement les nitrates plus que les pesticides d'ailleurs, hein, et notamment sur la région des Costières, donc la région sud de Nîmes. Et l'eau, c'est aussi le premier aliment, quoi. Et là, il faut pouvoir aussi travailler avec le monde agricole sur les conséquences de la qualité de cette eau comme aliment et aussi comme ressource dont parlait tout à l'heure notre collègue des greniers d'abondance, sur la question de l'autonomie aussi des facteurs de production, quoi. Moi qui essaie de cerner, de comprendre qu'est-ce que peut être une alimentation durable, est-ce que vous pensez que la gestion de l'eau pourrait faire partie de 3 points essentiels de ce critère-là de durabilité de l'alimentation ? Oui, je pense. L'eau, on peut évoquer aussi le foncier, hein, qui est peut-être le principal facteur de production sur lequel se base l'activité agricole, hein, où il y a une urgence importante à le préserver. Et d'ailleurs, si je reviens au rôle des collectivités à travers cette question de relocalisation de la production alimentaire, il y a plusieurs leviers possibles à travers le travail d'une collectivité. Le foncier en fait partie. On a évoqué la restauration collective. La notion d'aménagement, ça veut dire aussi mener une réflexion sur l'aménagement peut-être un peu différente de ce qui a pu être
réalisés jusqu'ici, hein, et voilà, et certainement d'autres éléments. Et je reviens au grenier d'abondance, puisque c'est un des collègues sur la table ronde, mais ils ont produit un livre particulièrement intéressant sur les différents facteurs limitants de notre système alimentaire, justement. Je laisserai... On passera la parole après à Félix Lallemand. Marie Massard, vous vouliez compléter? Je voulais aussi, par rapport à l'aspect durabilité, revenir aussi sur un point. C'est vrai qu'on parle d'autonomie alimentaire, on parle d'espace nécessaire. C'est vrai que si on voulait nourrir l'aire urbaine de Montpellier, il faudrait la totalité des surfaces agricoles de l'Hérault pour pouvoir les nourrir. Mais ça, ces calculs-là sont faits par rapport au mode d'alimentation d'aujourd'hui. Il y a aussi un autre levier, c'est de faire évoluer nos modes d'alimentation, notamment aller vers plus de végétariens et donc moins de consommation de viande et d'utiliser d'autres protéines qui existent, qui permettent d'avoir une alimentation totalement équilibrée en réduisant notre consommation de viande. C'est la démarche qu'on mène aussi à Montpellier, puisqu'on est passé là depuis le 1er janvier à une option quotidienne végétarienne pour les personnes qui le souhaitent, donc c'est optionnel, hein, c'est pas obligatoire. Mais l'idée, c'est aussi de faire prendre conscience. On travaille là-dessus aussi au travers d'un certain nombre d'outils pédagogiques et de sensibilisation à ça pour réduire notre consommation de viande. Alors que les producteurs locaux se rassurent, il n'y a pas de risque de réduire leur chiffre d'affaires par rapport à ça, puisque c'est plutôt l'inverse. L'idée, c'est vraiment aussi d'arrêter la viande qui vient de loin, qui n'est pas vertueuse, qui vient des pays de l'Est, etc., pour avoir du coup une viande de meilleure qualité. Et nous, c'est le choix qu'on a fait en développant l'option végétarienne. Parallèlement, on travaille justement avec de la viande bio, de la viande locale. Donc au contraire, on va plutôt augmenter la part de produits. L'idée, c'est de manger moins de viande. Ce n'est pas un objectif d'arrêter totalement la consommation de viande, mais de manger moins de viande et de manger de la viande de meilleure qualité. Puisque c'est vrai que sur les surfaces agricoles, une très bonne partie est dédiée à l'alimentation du bétail. Alors là, je parle en France, mais c'est aussi le cas partout dans le monde, et notamment la forêt d'Amazonie qui est détruite en partie pour ça. Donc c'est vraiment important aussi d'être sensibilisé là-dessus, et c'est un message qui n'est pas forcément évident à faire passer, mais qui va dans le sens d'une forme de relocalisation avec les produits qu'on a. Excusez-moi. J'aurais une question, s'il vous plaît. Oui, Marie. Juste une précision. L'offre de viande locale et bio, elle est suffisante pour répondre elle est suffisante pour votre restauration collective ou pas? Alors ça dépend ce qu'on appelle local. Là, effectivement, on est obligé d'acheter en Aveyron, en Lozère. Enfin là, par exemple, la viande de bœuf, c'est de la viande de l'Aubrac. Donc effectivement, on est obligé d'aller plus loin. Mais non, aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Alors, ce qui nous manque, ce n'est pas tant la viande, c'est aussi la transformation. Par exemple, le poulet, on n'en trouve pas sur le territoire. On est obligé d'acheter du poulet en Bretagne, parce que ce n'est pas tant qu'il n'y a pas l'élevage, mais il n'y a pas les systèmes de transformation et d'abattoirs sur place. Donc non, aujourd'hui, on n'y arrive pas. Donc là aussi, je fais un appel aux acteurs économiques pour pouvoir installer des filières, enfin avoir une filière complète qui nous permet d'avoir l'élevage, la transformation et la consommation sur place. Et en tout cas, un appel à tous pour intégrer un aspect dans les problématiques de localisation, relocalisation, mais dans la perspective d'une alimentation durable, intégrer tous ces aspects aussi de transport, parce que les territoires sont ainsi faits. Et nous allons soumettre à Félix Lallemand cette question aussi. Vous évoquiez, Monsieur Lallemand, tout à l'heure, cette notion de résilience alimentaire. Quel est votre éclairage sur l'aspect durable? Quels sont les principaux vecteurs, outils pour développer, favoriser cette alimentation durable? Avant ça, je vous glisse une question qui nous arrive des internautes qui nous suivent. Et du coup, comme je vais passer la parole à Félix Lallemand à chaud, vous aurez, mesdames, mesdemoiselles, un peu plus de temps pour y réfléchir. Un internaute qui nous dit le localisme, déjà la tournure des notes d'un parti pris, mais pourquoi pas, hein, va-t-il finalement à l'encontre du principe fondamental de la libre concurrence de l'Union européenne? Le localisme va-t-il finalement à l'encontre du principe fondamental de la libre concurrence de l'Union européenne?
en poussant un peu le bouchon de cet internaute, on peut se dire aussi que le risque serait peut-être de se retrouver dans des rails qui paraissent tellement évidents à tout le monde que finalement ils ne sont plus réellement choisis par tous. Mais je ne veux pas en faire dire davantage que le court SMS qui m'a été transmis pour la question de cet internaute. Félix Talman, sur la durabilité de l'alimentation, quel est votre regard? Quels sont les principaux outils? Alors, juste avant ça, vu que Lynn-Marie en a parlé, si ça vous intéresse, donc on a effectivement produit cet ouvrage qui s'appelle Vers la résilience alimentaire et qui récapitule pas mal des choses dont j'ai pu évoquer voilà, sur les menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre système alimentaire et les actions que peuvent mener les collectivités pour y faire face. Pour la durabilité, aujourd'hui, moi, je le vois un peu comme il y a 3 grands axes derrière qui me semblent intéressants de développer. Il y a d'une part, on en a parlé, c'est concerne la transition alimentaire, donc de ce qu'on mange, puisque ça représente en fait, les produits animaux de manière générale, viande, produits laitiers, représentent 80% de l'empreinte carbone et de l'empreinte surface de notre alimentation. En gros, si vous passez d'un régime moyen actuel à un régime végétarien en divisant par 2 ou 3 votre consommation de produits animaux, bien, vous avez besoin de un peu moins de 2000 m² de surface agricole au lieu de 4000 m² pour le régime actuel. Quasiment par 2 les surfaces nécessaires pour se nourrir. Donc, il y a évidemment un énorme levier d'action à ce niveau-là. Et puis, comme le précisait Marie de Montpellier, c'est pas du tout quelque chose qui se fait à l'encontre de la production et à l'encontre des éleveurs, puisque c'est un travail ensemble pour comment on arrive à faire cette transition vers plus de qualité et moins de quantité. Donc il y a le volet transition alimentaire, il y a le volet transition agricole, donc des modes de production en tant que tels, pour aller en gros vers ce qu'on peut rassembler sous le terme de transition agroécologique. Donc c'est un mot qui peut avoir plusieurs significations selon qui l'emploie. En gros, c'est aller vers des modes de production plus économes en ressources, en intrants, avec davantage d'autonomie sur aussi, par exemple, les semences, l'eau, les engrais, même derrière en aval, la transformation, la commercialisation. Donc voilà, c'est des systèmes intégrés qui reposent sur les écosystèmes, enfin sur la diversité des espèces au sein des écosystèmes pour réguler tout un tas de fonctions essentielles comme la pollinisation, comme la régulation des prédateurs, des pathogènes, etc. Donc cette transition agricole, en tout cas, c'est un des axes de cette durabilité aussi large. Et puis après, il y a ce dont on parle au cours de cette table ronde qui consiste à reterritorialiser au mieux, de la manière la plus adaptée selon chaque territoire, les systèmes alimentaires. Et donc là, on parle bien de système, c'est-à-dire, comme le disait encore une fois à l'instant de Montpellier, c'est que c'est pas seulement en ayant des producteurs de volailles sur le territoire que ça suffit, il faut aussi avoir les abattoirs, les industriels de la transformation et tout ça pour avoir un système complet qui se tient et qui puisse subvenir aux besoins du territoire. Voilà un peu les 3 axes que je verrai là-dessus. Et est-ce que tout cela s'oppose au traité de libre-échange et en tout cas, disons, à l'idéologie libérale qui aujourd'hui organise les marchés, notre économie? Je pense que oui, dans une grande mesure, il faut revoir assez fortement ces idées-là et réfléchir en termes notamment d'harmonisation des mesures à l'échelle internationale, du moins de se protéger de certains de concurrence avec des produits qui ne respecteraient pas les mesures que l'on essaierait de mettre en place sur le territoire, ça semble assez évident. Et inversement, ça nécessite aussi que nos productions en France, en Europe, n'aillent pas exercer une concurrence déloyale sur d'autres systèmes agricoles, notamment dans les pays du Sud, avec aujourd'hui des productions subventionnées par l'argent de la politique agricole commune qui exerce des grandes pressions sur les marchés en Afrique. Merci Félix Talman pour cet éclairage. Effectivement, on pense à propos d'alimentation durable, on pense en partie au bilan carbone, mais c'est vrai qu'un des points de vigilance, c'est l'harmonisation dans le territoire européen, l'harmonisation des pratiques, des réglementations et tout ce qui est nécessaire avant même de parler de faire des kilomètres, qu'il s'agisse des mêmes contraintes et des mêmes enjeux. Sur l'aspect de la durabilité,
un complément d'information de l'une ou de l'autre à propos des projets qui sont en cours sur le PAT Nîmes Métropole, ligne Marie-Lafitte. Est-ce que cet aspect de l'alimentation durable est quelque chose qui est un élément qui oriente des décisions? J'aurais un peu de mal à répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on entend par alimentation durable? En fait, déjà le mot est à définir. Moi, disons que sur le territoire de Nîmes Métropole, certes, le projet alimentaire territorial est naissant, émergent, mais il se passe déjà plein de choses en fait. Et depuis quelques années, il y a des actions en cours, des initiatives, et il va falloir, pour que les acteurs puissent prendre des décisions ensemble sur quelle alimentation ils souhaitent sur leur territoire, venant de quelle agriculture et quelle agriculture ils souhaitent sur leur territoire. Je pense qu'une des premières étapes, c'est aussi réussir à parler le même langage. Et un projet alimentaire territorial, c'est aussi réunir des acteurs de la production, de la transformation, de la distribution, les mangeurs, les consommateurs eux-mêmes. Et c'est important que ces gens se rencontrent et puissent dialoguer entre eux pour définir vraiment ce qu'ils souhaitent sur leur territoire. Et j'en viens à dire aussi que du coup, mettre en place un projet alimentaire territorial, ça nécessite de ne pas négliger, je pense, l'interdépendance entre les différentes dimensions qu'il peut y avoir à travers un tel projet, voilà, et arriver à faire rencontrer les acteurs, à pouvoir définir une gouvernance. Nous, on n'a pas encore, on n'en est pas encore à l'étape vraiment de quelle gouvernance. Est-ce que ça prend la forme d'un conseil alimentaire? Est-ce que ça prend, voilà, on n'en est pas encore à cette étape-là. Notre première grande question, c'est qu'est-ce qu'on produit sur le territoire? Voilà, c'est quoi l'offre agricole? C'est quoi le besoin alimentaire? Quelles sont les initiatives qui sont en place, qui pourraient avoir un impact en termes de relocalisation alimentaire, mais qui sont encore minimes? Et du coup, ça ça sous-entend aussi la question du changement d'échelle, d'ailleurs, qui était évoquée par M. Bricas tout à l'heure. Et du coup, une fois qu'on aura vraiment dressé ce tableau, et j'en profite pour dire que voilà, dans la continuité de ce partenariat avec le Master IPAD, on va avoir la chance d'accueillir Marie d'ici 1 mois en stage de fin d'études pour nous accompagner justement sur ce portrait alimentaire. Mais en tout cas, l'alimentation durable, c'est pas moi, chargée de mission PAD, qui peut répondre à cette question, mais c'est bien les acteurs qui sont autour de la table et qui vont définir ensemble les critères de cette alimentation qu'ils souhaitent sur leur territoire, je pense. Oui, c'est une réponse tout à fait objective et audible à la question un peu vague et vaste que je vous posais. Marie Massa, votre éclairage. Oui, pour rebondir là-dessus, je pense qu'effectivement, la notion d'acteur et de connaissance, d'interconnaissance entre les acteurs de l'alimentation, et ce n'est pas uniquement de la production, je pense aussi aux acteurs qui agissent sur la précarité alimentaire et l'aide alimentaire. Et c'est absolument nécessaire que ces acteurs-là soient en lien, se connaissent et aient la capacité d'être réactifs, notamment aussi pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la perte, et de pouvoir avoir la possibilité de faire des dons ou de transformer, et ce, encore plus en situation de crise. Là, on est en situation de crise, mais pas encore, pas forcément très très grave dans le sens où il y a eu, mais il faut pouvoir se préparer à ça. Donc la relocalisation, elle sert également à ça. C'est pas que des questions d'enjeux environnementaux, mais des enjeux même de sécurité publique et de sécurité nationale. C'est Stéphane Linou qui travaille beaucoup sur ces questions-là, sur le lien entre l'alimentation et la sécurité nationale. Et je pense que c'est vraiment très important de faire ce lien-là et de se dire il faut avoir un territoire qui est capable d'être le moins autonome possible, enfin le plus autonome possible pour pouvoir être en capacité de se débrouiller. Aujourd'hui, si on a un problème de logistique, une cyberattaque sur la logistique, Montpellier a 3 jours d'autonomie pour se nourrir. Donc c'est quand même un vrai problème. Donc il y a un enjeu de travailler là-dessus et d'être en capacité avec des systèmes qui ne soient pas trop technologiques non plus pour être en capacité de nourrir la population en cas de crise majeure. Et ça passe par l'interconnexion des acteurs et la possibilité d'être réactif et de savoir qui fait quoi sur son territoire. Pour
rebondir là-dessus? Oui, je vous en prie. Et sur cette question justement de résilience, il y a la résilience alimentaire et puis aussi la résilience des premiers acteurs de cette chaîne alimentaire, les agriculteurs. Et c'est vrai que dans notre travail de réflexion, de définition un peu de la dynamique agricole et alimentaire du territoire de Nîmes Métropole, on a eu la chance d'accueillir donc tout le master IPAD, les étudiants qui organisent aujourd'hui, et les étudiants de la spécialité MOCAS de Montpellier Supagro. Je me permets de faire la part belle aux étudiants parce qu'ils apportent aussi cette expertise avec cette approche systémique nécessaire vraiment pour comprendre nos territoires. Et pendant ce travail qu'ils ont mené au mois de septembre en classe entière, ils ont pu identifier vraiment différentes catégories d'agriculteurs et notamment des petits agriculteurs qui étaient certainement plus autonomes du point de vue des facteurs de production. Je parle sous leur contrôle parce que c'est eux les experts de notre territoire sur cette question-là, mais et en tout cas plus autonomes face aux facteurs de production, à l'eau, au foncier, aux intrants, etc. Mais aussi du coup des métiers qui étaient finalement très lourds en termes de temps de travail et aussi très peu rémunérateurs. Et du coup, là, il y a aussi une vraie question sur cette résilience à différentes échelles. Et j'en sais d'autant plus quelque chose qu'avant, dans mon ancienne vie professionnelle, je travaillais et j'accompagnais les agriculteurs sur les coûts de production et prix de revient dans une autre région, dans un contexte insulaire, où voilà, ça peut être vraiment compliqué à partir du moment où on ne se rémunère pas, quoi. L'agriculteur, il y a quand même un moment donné, pour le changement, il faut qu'il ait bonnes raisons de le faire quand même économique, quoi. Oui, oui. Et c'est notre premier maillon de la chaîne. Et donc cette notion de résilience, elle est aussi à cette échelle-là, je pense. C'est clair. Nous arrivons au terme de cette première table ronde. Je finis avec une question d'un internaute qui a été envoyé pour demander de définir, pourriez-vous définir ce que vous entendez par local? Quel est le périmètre pertinent pour un territoire? Je trouvais la question un peu triviale en vous écoutant, en la lisant en même temps. Toujours du mal à faire deux choses en même temps, mais bon. Mais finalement, c'est peut-être pas si impertinent que ça comme question. Quel est le périmètre pertinent pour un territoire? Qu'est-ce que nous entendons par local? Comment y répondriez-vous? Et puis on posera la question pour finir très très brièvement à Félix Lallemand en ligne. Alors, en effet, en ce moment, c'est un vrai débat, la question de la bonne échelle territoriale. Et je vous invite à lire un livre que j'ai lu pas plus tard la semaine dernière, qui s'appelle « Quand la démocratie alimentaire passe à table », qui est sorti début janvier. Justement, il questionne une association qui s'appelle Implus Bio, qui met en réseau des collectivités sur les notions de restauration collective. Eux, ils défendent l'échelle départementale. Alors, on pourrait départementale, d'accord. Après, c'est pas forcément ma position. Mais j'entends que... En tout cas, à Nîmes Métropole, ce que les élus défendent, c'est qu'on peut mener cette réflexion à l'échelle de la communauté d'agglo, mais la dimension interterritoriale, elle est très, très importante. C'est clair. Local... Alès, Montpellier, vous en parliez tout à l'heure. Voilà. Marie Massard. Simplement pour compléter, je dirais que ça dépend des produits. Parce que les produits maraîchers, on peut les trouver sur place. La viande, c'est plus compliqué. Donc, selon les filières, le poisson, selon les territoires, on va le trouver plus ou moins près. Donc, la notion de distance, je trouve qu'on peut difficilement donner vraiment une distance. Des fois, on a tendance à dire, c'est un rayon de 150 km aux alentours, mais ça dépend vraiment des produits et des filières. Je me disais en lisant la question, ça dépend des marchés, mais finalement c'est plus précis, plus juste de dire ça dépend des produits. En ligne, Félix Lallemand, très très brièvement, pour rester dans les temps, à cette question, qu'entendons-nous, comment pouvons-nous définir le local, quel est le périmètre pertinent pour un territoire? Qu'est-ce que vous pourriez répondre? Dans la lignée de ce qui a été dit, pour moi, il y a une définition par territoire et par filière. Il n'y a pas une définition de local qui s'impose. C'est ça, une définition par territoire et par filière. On est sur ça. Félix Lallemand, merci à vous. Marie Massard, Lynne-Marie Lafitte, et Solène Jopitre et Marie-Mé, merci pour vos apports dans cette table ronde. Nous faisons 2 minutes de break et nous enchaînons avec la première séquence inspirante avec Édouard Truchelu dans quelques minutes. À tout de suite. Merci. Merci.